a les ouvriers, d'une part, qui travaillent dans des mines, qui font tourner les machines, etc. Et il y a les patrons qui font travailler les ouvriers. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les patrons devenaient donc de plus en plus puissants. Et quand les patrons devenaient puissants, il y a une révolution qui a commencé à se produire sur le plan social. Et que les ouvriers à un moment disent que, mais attends, c'est une personne qui nous commande nous tous. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'on crée un syndicat. On se rebelle, on se plaint. Et ça, c'est une révolution sociale. C'est que les gens se rendent compte que, mais attends, c'est un peu comme les gilets jaunes en France actuellement. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Nous aussi, on va se mettre entre nous et vous soumettre nos doléances. Si vous n'appliquez pas ça, nous, on ne travaille plus. Donc, progressivement, il y avait des révolutions qui se produisaient aussi sur le plan social. Et voici un élément fondamental. C'est qu'il n'y avait pas l'école. Il n'y avait pas l'école. Ce qui fait en sorte que les patrons ont commencé à se poser la question. Comment faire pour que ces gens-ci appliquent ce que nous on dise sans se plaindre? Comme on a pu standardiser l'industrie, il faut qu'on standardise leur cerveau. Oui, c'est ça qui s'est passé. Il faut qu'on standardise leur cerveau. Pour standardiser leur cerveau, on va créer l'école. Pourquoi? Parce que l'école doit permettre de former des ouvriers qui vont venir travailler dans nos usines pour qu'on soit plus riches. Et l'avantage, c'est qu'ils vont sortir avec des cerveaux standardisés. Comme nous, on aura défini avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont concevoir le programme que les ouvriers vont apprendre à l'école. Et quand les enfants vont aller à l'école, en fait, ils vont sortir de l'école en étant des ouvriers standardisés. Maintenant, on va créer des secteurs d'activité. Ça veut dire que le patron, par exemple, qui est dans le domaine de l'automobile, il va standardiser les cerveaux de ceux qui vont venir travailler dans l'automobile. Ça va donner donc des disciplines dans le domaine de l'automobile. Il y aura d'autres disciplines où on va standardiser les cerveaux pour que les gens travaillent dans l'aviation. On va standardiser les cerveaux pour que les gens travaillent dans l'aéronautique. On va standardiser les cerveaux pour que les gens travaillent peut-être dans une menuiserie, on va fabriquer du bois, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant va donc à l'école, en fait, on sait déjà ce que l'enfant va devenir avant qu'il ne commence l'école. On sait qu'il sera un ouvrier. En fait, l'objectif de l'école, c'était de former et de standardiser les ouvriers. Est-ce qu'on choisit les patrons? Bon, est-ce que tu as choisi maintenant de ne pas être parmi les plus riches du monde? Pourquoi tu ne choisis pas ça? Pourquoi tu ne choisis pas ça? Ça ne te plaît pas? Tu ne veux pas avoir le jet privé? Alors. Bon, est-ce qu'on choisit d'avoir le jet privé? Est-ce qu'on choisit? En fait, c'est ça qu'on appelle l'oligarchie. L'oligarchie, ça veut dire que c'est un petit groupe de personnes qui détiennent les richesses. Et ils se partagent les richesses entre eux de génération en génération. Si vous observez bien, il y a une autorité de ce pays qui a produit un très beau livre, mais je ne vais pas citer son nom. En fait, dans le livre là, il retrace les personnalités qui ont dirigé le Cameroun les 60 dernières années jusqu'à maintenant. Et vous savez la corrélation mathématique qu'il a pu ressortir. C'est que ce sont les mêmes gens. Soit ce sont eux, ce sont leurs enfants, qui sont dans plus de 80% de tous les postes. En fait, ils se sont répliqués à chaque fois, jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. En fait, c'est partout. Quand tu regardes aux États-Unis, tu vois les présidents. En fait, tu te rends compte qu'il y a toujours un rapport entre les présidents. Pratiquement tous les présidents. Un lien qui est entre eux. En fait, c'est ça qu'on appelle l'oligarchie. Donc, c'est un petit groupe de personnes qui se partagent entre eux les richesses et ils transmettent ça à leurs descendants. Je prends un exemple. Si par exemple quelqu'un est ministre dans notre pays, la première étape qu'il va vouloir faire, c'est quoi? C'est de mettre son enfant dans une école où son enfant sera aussi directeur de quelque chose demain ou responsable dans un ministère. Et l'école par excellence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voulaient qu'on dissolve l'ENAM. Oui, parce que l'ENAM devient donc un moyen de répliquer maintenant. Oui. Puisque si tu es dirigeant maintenant et que ton enfant a l'ENAM, en fait, tu es sûr que plus tard, soit il sera préféré le pouvoir plus tard. Donc tu es en train de te dupliquer à travers lui. Ce qui fait que ça conserve l'oligarchie. C'est ça qui fait qu'il y a certains qui ont les jets privés, il y a certains qui prennent la moto à vie. C'est comme ça, fatalement. Donc on ne choisit pas. Le patron, c'est le patron. Maintenant, tu peux te rebeller. C'est pour ça qu'on dit qu'en entrepreneuriat, si tu veux vraiment passer à une autre échelle, il faut de la rébellion. Tu peux dire que je ne veux plus être de ceux qui prennent la moto à vie. Pourquoi moi aussi, je ne pourrais pas avoir mon jet privé?
Par conséquent, si vous observez dans tous les pays, les gens qui s'en sortent bien sur le plan économique ont très peu fréquenté. Parce que l'école permet de former les ouvriers et de standardiser leur cerveau. Et plus tu apprends à l'école, plus tu te spécialises, en fait, plus tu deviens un ouvrier qualifié. C'est ça qui se passe. Et c'est un ouvrier, je ne cache pas. C'est un ouvrier. Et c'est un ouvrier. Non, je ne cache plus. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est que quand tu vas en faculté de médecine, moi par exemple, je vais prendre mon cas. Tu vas en faculté de médecine. Tu finis la médecine 7 ans. Quand tu finis la médecine, tu vas faire quoi après? En fait, tu seras un ouvrier. Tu vois que tu vas faire quoi? Tu vas aller dans un hôpital, c'est-à-dire que tu es un ouvrier. Tu vas aller dans une clinique, c'est-à-dire que tu es un ouvrier. Tu vas aller travailler au laboratoire ou dans une ONG, c'est-à-dire que tu es un ouvrier toute ta vie. Tu seras un ouvrier. Il n'y a pas une autre étape. Il faut qu'à un moment donné, tu dises que non, je ne veux plus être ouvrier. Et pour ne plus être ouvrier, il faut que tu arrêtes de faire ce qu'on apprenait à l'école. Il faut que tu commences à faire autre chose qu'on n'apprend pas à l'école. Puisque l'école t'a formé pour que tu sois le meilleur ouvrier. Bon, imaginez donc les majors. Imaginez quelqu'un qui était major toute sa vie. En fait, c'est quelqu'un à qui on doit donner le trophée de l'ouvrier le plus qualifié du Cameroun. Oui. Parce que normalement, quand on dit que celui qui a eu 18 au bac là, normalement, on doit lui donner un trophée, que tu es l'ouvrier le plus qualifié du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On a mené une étude au Cameroun qui montre que les gars qui ont été les meilleurs au bac, c'est-à-dire les gars qui ont 18, 19 premiers du Cameroun, deviennent fous. Oui, ils deviennent fous. Bon, quand je dis fou, c'est pas qu'ils marchent dans la route, c'est des habits, c'est pas ça. Fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, étant donné que l'école standardise les gens, ça veut dire que quand tu deviens le meilleur, ça veut dire que tu as réussi à l'exercice de la standardisation de la manière la plus, je veux dire, la manière la plus brillante. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça te désociabilise. Ça fait en sorte que tu ne peux plus facilement interagir avec les autres dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à l'école, pour être le meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça, non? En fait, on t'apprend que pour réussir, il faut réussir seul. Il faut que tu caches ta feuille. Sauf que sur le plan professionnel, on ne peut pas réussir seul. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on t'apprend à cacher ta feuille? C'est parce que dans l'industrie, il faut que tu travailles dans un seul secteur. En train de dépulper, par exemple, le maïs. Ce n'est que ça que tu vas faire toute ta vie. On ne veut pas que tu apprennes aussi à dire que, bon, d'où vient l'argent? Il y a une question intéressante, non? L'argent vient d'où? Qui fabrique l'argent? Pourquoi nous, on ne fabrique pas l'argent? Pourquoi toi, tu ne fabriques pas l'argent pour acheter ce que tu veux? Mais tu sais qu'il y a des gens qui fabriquent l'argent. La preuve, actuellement en Europe, ils sont en train de faire un plan de relance après le Covid. 750 milliards d'euros. Vous pensez que l'argent vient d'où? On va imprimer, non? C'est ça qu'on va faire. On va aller dans les planches à billets, on imprime l'argent. Et on donne pour chaque pays le montant qui correspond à son économie. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Donc eux, ils peuvent imprimer l'argent, nous, on ne peut pas. Pendant le confinement, on les payait pendant qu'ils étaient à la maison. Vous pensez que l'argent venait d'où? En fait, on imprimait l'argent. Mais est-ce qu'à l'école, il y a un module où on dit comment imprimer l'argent? Vous savez, il y a une école où il y a ça au programme. Comment créer l'argent? Je me rappelle un jour, nous sommes en 2016, notamment au mois de juillet. J'organise une conférence à l'hôtel Mansell, ici à Yaoundé. C'était une conférence Startup Academy, peut-être la 4e édition. À ce moment donné, il n'y avait pas encore de siège de Startup Academy. Donc notre siège, c'était ici au Carrefour Elixono. Si vous arrivez au Carrefour Elixono, vous allez voir Lux Pressing. À côté de Lux Pressing, il y a une boutique qui s'appelle Gloomingcom. Si vous arrivez même là-bas maintenant, vous allez voir un autocollant de Startup Academy. C'était le premier siège de Startup Academy. Parce que comme je n'avais pas le bureau et comme c'est la boutique de mon ami, puisqu'on a fait l'internat au lycée classique et moderne de Bolo ensemble, Robert, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit que gars, moi, je n'ai pas de boutique. Mais comme les gens doivent payer pour ma formation, si je viens prendre l'argent en cash chez eux, gars, ce ne sera pas crédible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer un autocollant. Je colle sur ta boutique. Et je leur dis que c'est le siège. Donc ils viennent là-bas, quand ils payent, tu leur fais une facture. À la fin, gars, ils te donnent même 10%. Il a dit, ok, pas de souci. On a collé l'autocollant qui est toujours là-bas jusqu'aujourd'hui. Et l'un des thèmes de ma conférence était comment créer sa monnaie. Si vous partez sur la page de Startup Academy maintenant, vous tapez comment créer sa monnaie. Vous allez voir la publication de la conférence là. Et le jour de la conférence là, le vice-gouverneur de la BEAC était là. Oui, je me rappelle très bien de ce jour-là. J'ai su qu'il était là à la fin de la conférence. Il est parti l'acheter aussi. Il a dit que mais les gens créent la monnaie. Il faut que j'arrive à apprendre comment ça se passe. Donc il allait acheter son billet de la conférence. Il est venu aussi à la conférence. Il s'est assis là comme si il était une personne inconnue. Il suivait aussi la conférence du début jusqu'à la fin. Pour voir la partie où je vais apprendre comment créer la monnaie.
Il faut faire très attention quand vous parlez en public. Vous ne savez pas qui est assis. Très attention. Moi, toutes les conférences que j'ai faites, il y a toujours eu les services secrets. La preuve attribuée dernièrement à Aurélien, il peut le témoigner. On faisait la conférence, il y a les services secrets qui sont venus. Il y a même un qui s'est dévoilé totalement chez lui à l'entrée. Chaque fois qu'il y a un événement public, il y a les services secrets. À la Startup Academy, il y a les services secrets membres adhérents. Et je les connais, parce que je sais les identifier. Il n'y a aucun événement qui peut se produire ici, comme ça, un événement public où il n'y a pas de services secrets. Ils sont là. Ils observent si vous êtes à la conférence. Ils ne parlent pas. Mais ils font des rapports, très important, il ne faut pas oublier. Ils font des rapports, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'ils ont dit. Le jour où vous allez passer à l'autre étape du discours, le jour là, les choses vont changer.